Bonjour à toutes et à tous, c'est le crack rampant, le crack en cet automne 2022. Et je vois qu'on vous encourage toujours à acheter au fur et à mesure de la descente, dès qu'il y a un petit rebond, fût-il que quelques heures. On vous parle de rachat à bon compte. Et un célèbre stratégiste, Craig Fair, a dit que nous étions au beau milieu d'un creux pour les marchés. Donc encouragement des petits porteurs à acheter cette descente lente, douloureuse et certaine. Et tout ceci, tous ces événements, je vous l'avais dit dans mes précédentes newsletters, que ce soit celle du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juillet. Alors, sommes-nous en route vers le crack terminal par un effondrement algorithmique des cours? C'est la question à laquelle je répondrai lorsque je ferai la conclusion de cette newsletter. Nous sommes aux portes d'une récession mondiale et on le voit d'ailleurs, le pétrole chute. Des actions comme Total qui résistaient bien commencent à chuter, des belles actions même en dehors de ces matières premières, par exemple comme Air Liquide. Alors la Banque mondiale évoque un risque accru de récession par remontée des taux. Mais je vais quand même rectifier cette information parce que ce n'est pas la remontée des taux qui provoque la récession. C'est la politique des banques centrales, le fait d'imprimer massivement de la monnaie. Donc c'est ça en fait qui provoque au bout d'un moment une inflation vertigineuse qui devient incontrôlable. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est le remède de la remontée des taux. La remontée des taux, c'est pas ça qui va provoquer la récession, c'est le remède justement contre l'inflation, contre cette politique généreuse des banques centrales. Donc là, je rectifie quand même le tir. Dieter Kempf, le président des industries allemandes, avertit d'une récession massive outre-Rhin, due à la crise énergétique, les prix à la production allemands au plus haut depuis 1948. Le ZEW s'effondre, les PMI s'effondrent. L'inflation fait peur. Oui, l'inflation fait peur. Les sorties de fonds actions américaines sont au plus haut actuellement, mais également les taux de crédit immobilier américain au plus haut depuis 2008. Alors voilà, c'est des taux révisables, il n'y a pas de taux fixe là, d'accord, pour l'immobilier américain. Oui, cette inflation fait peur et elle dépasse les 10% en Angleterre. Nous sommes juste à 10% en zone euro. Nous sommes à 10,5% en Espagne et à 17% aux Pays-Bas. Alors effectivement, le PIB de la zone euro de deuxième trimestre et le PIB français résiste encore, mais ça ne va pas durer. Et vraiment, ce qui annonce cette récession, qui est déjà présente, ça je l'ai déjà dit, mais la récession maintenant, elle est là, elle est claire, elle va arriver, ce sont les taux américains. Donc ces taux américains, les taux à 3 mois qui sont au plus haut depuis 14 ans, les taux à 2 mois qui sont montés à 4,11 après l'intervention de Jérôme Powell lorsqu'il a relevé les taux d'intérêt de 75 points de base. Et l'écart entre le 2 ans et le 30 ans est au plus haut depuis 2000. Donc effectivement, ça s'annonce sévère. Et on le voit avec l'attaque des obligations d'État britanniques. Madame Truss, le nouveau Premier ministre, annonce des réductions massives d'impôts. Alors on dit que c'est pour les riches. Alors c'est pas exactement ça, c'est toujours pareil, on raconte beaucoup de choses. C'est une baisse d'impôts massive pour les entreprises, pour relancer l'économie. Alors on se demande comment on va financer ça, vu la dette, etc. C'est très compliqué. Après au niveau économique, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire justement, parce que on vous prend moins sur votre travail. Si au lieu de vous prendre 50, on vous prend 30, voilà, la personne va se sentir valorisée, elle va être tentée d'embaucher, etc., etc. Donc cette politique, personnellement, moi je ne suis pas économiste, est une bonne politique, mais on a peur, donc on attaque les obligations d'État britanniques. Et les obligations d'État britanniques, c'est quoi? Ce sont les fonds de pension. Et c'est un peu pareil un peu partout, c'est-à-dire qu'on achète des obligations d'État. Les assurances-vie, par exemple, ce sont des obligations d'État en majorité. Donc les fonds de pension britanniques sont investis en obligations d'État britanniques. Donc là, effectivement, une vente massive, une chute de la livre au plus bas face au dollar, le dollar qui flambe. Pourquoi le dollar qui flambe? Parce que c'est la valeur refuge par excellence. Mais vous inquiétez pas, il va chuter le dollar, ça va venir. Donc intervention de la Banque centrale d'Angleterre qui rachète massivement des obligations pendant 2 semaines. Donc voilà, c'est
C'est un peu du quantitative easing, on repart là, vous voyez ce que je veux dire, c'est le cercle vicieux. Ça a calmé un petit peu les bourses, mais on voit que Wall Street a dévissé de nouveau vendredi à la clôture. Donc c'est très inquiétant. Et le remède, c'est quoi? Mais le seul remède, c'est la montée des taux d'intérêt. Et maintenant, on voit que toutes les banques centrales s'y mettent à tour de rôle et augmentent fortement les taux, souvent de 75 points de base. Sauf l'Angleterre à 50 points de base la dernière fois et le marché n'a pas aimé. Il fallait monter un peu plus. Et d'ailleurs que l'Angleterre se demande s'il ne faudra pas augmenter les taux de 200 points de base au mois de novembre. Donc nous voyons la Banque du Canada qui l'a augmenté de 75 points de base au plus haut depuis 2008 à 3,25 et que ça va encore augmenter. La Réserve fédérale a monté ses taux de 75 points de base. Alors moi j'avais préconisé 100 points de base. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, j'en parlerai après. Et en fait, pourquoi M. Powell n'a pas augmenté les taux de 100 points de base? Parce que bien sûr, cela aurait fait chuter encore plus le marché. Maintenant, c'est le prétexte. Ça, j'en ai souvent parlé aussi dans mes newsletters, du prétexte à la baisse, mais aussi à la hausse. Donc maintenant, même le mot inflation, il ne faut plus le dire, il ne faut plus le prononcer, ce mot-là. Hein. Donc s'il avait monté les taux de 100 points de base, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. C'est ce qu'il fallait faire. La chute aurait été encore plus sévère. La Suède a monté ses taux, justement, de 100 points de base au plus haut depuis 1992. Et on voit bien que cette inflation, cela devient l'urgence absolue maintenant pour les banques centrales. On voit Mme Brainard, la vice-présidente de la Réserve fédérale, qui dit que la lutte contre l'inflation durera autant que nécessaire. On doit agir fortement contre l'inflation, dit M. Powell. Il ne doit pas y avoir de complaisance face à l'inflation. Et surtout, et c'est ça qui a fait chuter les marchés, quand il dit que nous sommes arrivés qu'au plus bas niveau de la politique restrictive. Vous vous rendez compte? En fait, c'est une politique restrictive, mais nous ne sommes arrivés qu'au plus bas niveau. Le pire est à venir, d'accord? On parle de 125 points de base d'ici la fin d'année, c'est-à-dire en novembre et en décembre, mais ça pourrait être 100 points de base en novembre. D'accord? Il faut sevrer tout ça. Hein. Madame Lagarde dit que nous sommes loin d'une inflation à 2%, qu'il va falloir monter les taux encore plus. Elle dit que l'inflation doit être la priorité face à la croissance. On ne doit pas laisser s'incruster l'inflation. Vous vous rendez compte? C'est vraiment l'urgence absolue parce que ça peut faire République de Weimar, 1933. Voilà, je vous renvoie vers les livres d'histoire. Monsieur de Guindos alerte bien que ce n'est pas parce qu'il y aura une récession et une baisse de l'activité économique que cela maîtrisera l'inflation. Voilà, c'est-à-dire que l'inflation va continuer à monter malgré la hausse des taux d'intérêt, ce qui est très inquiétant. On verra bien sûr la suite. Alors, il y a un avis intéressant de Thomas Kosterg, qui est l'économiste senior de la banque Pictet Wealth Management, qui explique qu'en fait que la Réserve fédérale cessera de monter ses taux en 2023. Alors ça, j'en suis pas si certain que lui, mais ce qui est intéressant, c'est que les autres banques centrales continueront à monter leur taux d'intérêt lorsque la Banque centrale américaine aura fini de monter les siens. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'il s'est passé en 2000 et en 2008 lorsqu'il y a des crises. Les banques centrales suivent la Banque centrale américaine et quand elles stoppent tout, les autres continuent à monter ou à baisser. C'est exactement ça. C'est comme les traders, voilà, qui suivent les autres. Hein. C'est-à-dire qu'on donne une impulsion, les autres ils suivent. Là, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est très intéressant. On peut penser que lorsque la Banque centrale américaine, dans ce cas-là, cessera de monter ses taux, les autres continueront à les monter encore un petit peu plus. Alors effectivement, tout ceci annonce un scénario pas très réjouissant pour la suite des événements, pour la suite des bourses mondiales. Alors avant de vous donner mon avis sur tout cela, parce que bien évidemment, je suis cela de près sur les graphiques boursiers, hein, d'accord, voilà. Et donc je vais vous parler maintenant de certaines choses avant de conclure cette newsletter. Alors c'est ce genre de situation qui provoque l'intervention des spécialistes. Alors nous avons Noriel Roubini,
qui est refait parler de lui, parce qu'effectivement, M. Roubini avait prévu le krach de 2008. Et je remercie Cédric sur le groupe Facebook qui a mis cet article, mais j'ai bien précisé que M. Roubini, c'est ce qu'on appelle un permabillard. Donc lui, ça fait 30 ans qui dit qu'il va y avoir le krach. Donc forcément, en 2008, il a eu raison. C'est sûr, au bout d'un moment, vous avez raison. Le problème, c'est que il se trompe à chaque fois. Alors ce que je veux dire, ok, je pense ça, mais est-ce que ça va se passer comme ça? Bon, pour ça, il faut regarder les graphiques. D'accord, je vous le redis encore une fois. Donc, voilà, il arrive, mais pour moi, je dirais, c'est pas ce qui est important, parce qu'on le connaît. Mais nous avons, par exemple, Cathie Wood, qui a fait ses preuves. Cathie Wood qui dit que la Fed commet une erreur, qu'elle s'attend à une déflation, et elle reconnaît nous sommes en récession. Ben oui, 2 trimestres consécutifs de baisse, c'est une récession. Après, permettez-moi de ne pas être d'accord avec elle quand elle dit que la Fed commet une erreur, parce que justement, s'il faut monter les taux d'intérêt, Madame Wood, s'il faut les monter les taux d'intérêt, voilà. Et puis nous avons Ray Dalio, l'éminent Ray Dalio, qui explique que cette durée de l'inflation, la chute n'est pas terminée. Il dit texto, l'éclatement de la bulle n'est pas achevé, et Jérémy Grantham, encore un grand des grands, il met en garde contre l'implosion imminente d'une super bulle. Oui, la super bulle. Ça faisait un moment que je le disais, que nous étions sur une super bulle. Voilà. Mais le plus intéressant, encore plus intéressant, c'est le milliardaire Carl Icahn. Et la particularité de M. Icahn, c'est qu'il est relativement perspicace tant qu'au devenir des marchés financiers. Il a dit le pire est encore à venir pour les marchés financiers. Et il compare la hausse de l'inflation actuelle à la chute de l'Empire romain. La durée actuelle de cette inflation, c'est ce qui va faire chuter les marchés, comme le dit Ray Dalio. Et oui, la chute de l'Empire romain. Carl Icahn, il revient très très loin en arrière. Il dit qu'en fait, on ne remet pas le génie dans la bouteille aussi facilement. Le génie, c'est l'inflation. L'inflation est une chose terrible et il est difficile de l'arrêter. Vous ne pouvez pas la guérir. Et en fait, tout ceci, c'est la faute aux banques centrales qui ont imprimé massivement de la monnaie. Voilà. Donc notamment pendant la pandémie, qui a amené la valorisation des actifs à un niveau insoutenable. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque romaine. C'est exactement la même politique. Et c'est la survenue de l'inflation, les politiques qui ont découlé de cette inflation, donc qui ont provoqué la chute de l'Empire romain. Cela s'est aggravé dès que le contrôle des prix fut mis en place et au plus haut historique, Rome a connu une inflation de 15 000%. Vous vous rendez compte, 15 000%, c'est terrible, vraiment terrible. Il dit que cette politique de la Réserve fédérale, on pensait que la fête ne finirait jamais. Et bien sûr, maintenant, la fête est finie avec le relèvement des taux d'intérêt. On revient un petit peu à ce que je disais. Voilà, maintenant c'est différent, ça va continuer à monter, etc., etc. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose, les bulles boursières, on vous dit d'acheter au plus haut, mais non, cette fois-ci c'est différent. Les NFT, le Bitcoin, cette fois-ci c'est différent. Vous voyez, c'est ça en fait, on pense que ça va continuer tout le temps. Et finalement, on en arrive après, etc., etc. Dès que ça commence à descendre, on vous encourage à acheter, mais non, là c'est des achats à bon compte, etc. Voilà. Et donc, M. Icahn aurait préféré une hausse de 100 points de base. Ben oui, effectivement, il faut agir le plus vite possible. Mais ça a été 75. Et il termine par, il dit qu'il y a des actions qui sont bon marché, mais soyez patients. Parce qu'en fait, ça sera encore moins cher. Et pour terminer, nous avons BlackRock et Goldman Sachs qui avertissent d'une poursuite de la baisse des marchés. Et ils avertissent pour le dernier trimestre, restez cash. Voilà. Ils préconisent de rester cash. Et il ne croit plus à un atterrissage en douceur. Ben oui, nous on l'a compris bien avant. Et il termine par cette phrase, les actions sont trop chères. Et là, je fais quoi? Je vous renvoie vers mes newsletters. Et il n'y a pas si longtemps où, quand la bulle éclatera, on vous dira, ah ben c'était trop cher. Ouais, et là, c'est encore trop cher. Et oui, mes chers auditeurs,
nous vivons une période très difficile où beaucoup, effectivement, de particuliers vont perdre leur capital. Malheureusement, les crises, eh bien, voilà, c'est révélateur de ce phénomène. Et maintenant, je vais vous donner mon avis. Voilà, comment je vois l'évolution des marchés. Je vous ai donné 5400 d'ici la fin de l'année. J'avais indiqué un 4800 au mois de juillet. Voilà, maintenant, c'est mon avis. J'ai bien analysé tout cela et resté bien en ligne pour cette conclusion. Avant de conclure, mes chers auditeurs, je vous mets en garde une nouvelle fois contre les vendeurs de rêves et toutes sortes de prévisionnistes. Vous êtes seul sur les marchés et vous devez travailler et énormément travailler. D'accord ? Notez vos erreurs et corrigez vos erreurs. Si vous écoutez les autres, comme le disait Jesse Livermore, cela risquera de mal se terminer pour votre capital. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par exemple la BCE prévoit 2,3% d'inflation en 2024. Peut-être, oui, enfin, comment on peut se projeter? Oui, c'est toujours pareil, les petits messages comme ça. Monsieur le maire, le ministre de l'économie, notre ministre de l'économie, prévoit une croissance positive en 2023. Voilà, une croissance positive en 2023. Bon, il s'inquiète pour l'Angleterre. D'accord? Mais non, la France, tout va bien. Et Monsieur Villeroy de Galhau, donc qui dit bien, qui avertit, qui dit que si une récession arrive, elle sera limitée et temporaire. Avec un net rebond en 2024. Si la récession doit arriver, elle sera limitée et temporaire. Il y aura un net rebond en 2024. Les mêmes personnes qui vous disaient, mais non, il n'y aura pas d'inflation, ne vous inquiétez pas, etc., etc. Bon, après, il y a eux, mais il y a tous les autres sur les réseaux sociaux, etc. Je l'ai dit encore sur mon groupe Facebook, faites très attention. Tous les prévisionnistes en tout genre. Il y en a qui vous disent, oui, ça va durer très longtemps, comme dans les années 70. Oui, mais je suis désolé. Pourquoi je suis juste dans mes prévisions? Je vous recommande d'aller sur Boursorama, regarder mes analyses de début septembre sur Worldline, Air Liquide ou Hermès. Pour quelle raison? Parce que je regarde les graphiques. D'accord? Donc le gars qui vous dit, mais pendant 10 ans, ça va être comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et c'est souvent des gens reconnus. C'est souvent voilà, des gens qui ont des performances. Mais justement, Stan Weinstein, et je recommande encore une fois, j'en profite là, de lire son livre, justement, il dit qu'il faut se méfier de ces gens-là. C'est pas parce que voilà, c'était un grand nom de la finance qu'il a toujours raison, ou un grand économiste. Donc voilà, on fait très attention, on regarde ces graphiques et on travaille. D'accord? Et on maîtrise son émotion. Voilà. Donc c'est le petit message que je voulais vous adresser avant de vous donner mon avis. Alors là, il est vrai qu'on file tout droit vers un scénario à la 2000, le crack rampant, et même j'avais annoncé dans une newsletter que ce crack, ce sera le plus grand crack de tous les temps, et ça sera pire qu'en 2000. Alors, voyez que le SP500 enregistre 3 trimestres d'affilée de baisse, ce n'est pas arrivé depuis la Grande Dépression. Et là, le mois de septembre, ça a fait très mal. Je vous l'avais dit dans une précédente newsletter. C'est le plus mauvais mois de septembre depuis 2008. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un rebond? Est-ce que finalement ça va rebondir? Est-ce que ça va s'effondrer d'un seul coup, comme après la chute de Lehman Brothers en 2008? Ou est-ce que ça va continuer comme ils font actuellement, c'est-à-dire descendre tout doucement et vraiment des petits rebonds intraday et pas de rebond? C'est-à-dire qu'en fait, une catastrophe sur le dernier trimestre 2022. Parce que là, nous avons clairement un basculement de la psychologie. Vous avez des résultats qui sont bons. Alors quand c'est bon, soit ça chute, soit les valeurs montent, mais ça monte en général le jour des résultats et après on repère plus que ce que l'on a gagné. Mais lorsqu'il y a un avertissement, là par contre ça fait très mal et c'est un véritable massacre et nous assistons à un véritable massacre sur les valeurs, alors que les indices ne se sont pas encore effondrés. Des valeurs qui perdent 70%. Voilà, il y en a beaucoup, comme Esker par exemple. Donc, un basculement psychologique
Les bonnes nouvelles ne font plus monter les marchés, et lorsque c'est mauvais, par contre, ça fait chuter les marchés. Donc nous sommes en fait, ce qui se passe actuellement, c'est une période d'irrationalité. C'est l'irrationnel qui prend le dessus, mais cet irrationnel, maintenant, il est à la baisse. Nous avons eu l'irrationnel à la hausse, avec Tesla par exemple, une bulle, la plus grande bulle de tous les temps, je l'ai dit plusieurs fois. Et maintenant, c'est l'irrationnel à la baisse. Comme le disait Stan Weinstein, vous êtes arrivé en haut de la montagne avec un gros rocher et vous avez lâché le rocher. Donc là, ça descend très vite. Donc des années de hausse sont effacées. Hein, voilà. Je fais un petit rappel. Microsoft, en 2000, elle a retrouvé son niveau que 16 ans après, en 2016. D'accord ? Donc on efface une hausse très rapidement et puis après, voilà, on n'est pas prêt d'y revenir. Donc ça, c'est à noter. Alors bien sûr, ce qui va faire la différence, ce sera les résultats américains qui commencent le 14 octobre avec JP Morgan. Donc c'est pour bientôt. Donc qu'est-ce que cet irrationnel va continuer et ça va être un massacre comme en 2018, le dernier trimestre de 2018 qui a fait très mal. Moi, je m'en suis sorti, mais je gagnais beaucoup plus. Je faisais une super année en 2018. Et bon, voilà, après, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai perdu pas mal sur le dernier trimestre, en fait. Hein. Heureusement que j'étais en forte hausse sur l'année, parce que ça a été surprenant. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Et on le voit à l'image de Nexity, où maintenant, on est vraiment dans un univers spéculatif, comme le disait Jess Livermore. C'est-à-dire que voilà, Nexity qui tombe à 16,80 €, qui perd plus de 20%, effondrement algorithmique, et qui reprend 30% en 2 jours. Vous voyez, donc, c'est là où ça doit vous mettre la puce à l'oreille, tout cela. C'est comme Esker. Esker, les résultats sont au plus haut, elle a perdu 70%. Il faut vous poser la question. On vous dit, ben voilà, cette entreprise a tel fondamentaux. Ah ben oui, voilà, les résultats sont bons, il faut acheter, etc. Donc en fait, on vous dit, on vous sert un fondamental. Et en fait, il faut justement tenir compte de ce fondamental pour l'évolution des cours. C'est ce qu'on vous dit en fait. Mais c'est cette question que vous devez vous poser. Est-ce que c'est vraiment le cas? Lorsque vous voyez que justement qu'une entreprise qui fait très bons résultats a perdu 70%. Et quand une valeur immobilière s'effondre et reprend 30% en 2 jours. Non, c'est un univers spéculatif, comme le décrivait Jess Livermore. Alors voilà. Donc, il y a 2 solutions. Alors, la première chose que je tiens à vous dire, c'est, je vous ai dit 5400 d'ici la fin de l'année, je pense que peut-être ces 5400 peuvent être enfoncés. Première chose. Ce n'est pas certain, d'accord? J'ai dit 5400 extension algorithmique, mais là, il est possible que les 5400 soient enfoncés. Alors, est-ce que en décembre, on va finir au plus bas? C'est difficile à dire, c'est très difficile à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Ce qui va faire la différence, ce sera les résultats américains. Vous êtes dans un environnement de psychologie négative. Mais il y a des personnes, quelques personnes qui tirent les marionnettistes, qui tirent les ficelles. Vous voyez, tout ça, bon. Ça, c'est une chose que vous comprenez au bout d'un moment. Voilà. Donc, ça va être la réception des marchés lorsque les résultats américains vont sortir, les banques, les GAFAM, Apple, qui commencent à être attaqués. Voilà. Quelle va être la réaction des marchés? Alors là, on peut peut-être avoir un petit rebond, peut-être, quoique bon, vendredi ça a chuté, mais peut-être, imaginons qu'on peut avoir peut-être un petit rebond de quelques jours avant les résultats américains, à voir lundi, à voir demain. Et dans ce cas-là, j'aurais tendance à vous dire que si on a un rebond maintenant jusqu'au 14, et bien lorsqu'il va y avoir les résultats, ça va chuter. J'aurais tendance à vous dire ça. Soit là, ça va continuer, mais au bout d'un moment, ça va rebondir. Quelle va être l'ampleur de ce rebond? Ça, c'est le point d'interrogation. Et maintenant, c'est ce qu'il faut surveiller, c'est comment va réagir le marché face aux résultats des sociétés de la première économie mondiale. Est-ce que finalement, on va dire, ah, ça résiste bien. Comme ça résiste bien, on fait un petit rebond jusqu'à la réunion des banques centrales et notamment celle de début novembre de la Réserve fédérale. Vous voyez, en gros, oui, finalement, c'est pas trop mal. Il y a une très bonne résistance.
D'accord? Bon, allez, on fait un petit rebond. Soit ça chute sur le résultat, on a un sell-off. Et après, en novembre, peut-être que la Réserve fédérale va monter ses taux. Mais il suffit qu'elle dise à ce moment-là qu'en décembre, elle fait une pause. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça ralentit fortement. Les résultats des entreprises sont vraiment affectés. Donc là, je monte effectivement les taux d'intérêt parce que l'inflation continue à monter. Il vaut mieux assurer. Mais en décembre, on va faire une pause à cause du ralentissement économique. Et là, ça pourrait faire monter les marchés. Vous voyez? D'ici la fin de l'année, peut-être. Après, il y a une réunion justement le 14 décembre. Hein. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, il va y avoir un petit rebond. Alors, ce petit rebond va intervenir peut-être maintenant, ou alors après les résultats. Alors, après les résultats, et puis ça ne va pas durer très longtemps, ou après la réunion de novembre. Voilà. Mais après aussi, on peut avoir un sell-off. Comme le dernier trimestre 2018, ça peut être la catastrophe. Voilà. Donc, on surveille bien tout cela. On fait très attention. Moi, je suis arrivé à mes limites d'investissement. Donc, maintenant, sur le rebond, je sors. Je sortirai pour être cash, comme dit Goldman Sachs et BlackRock. Là, je crois que, voilà, comme dit Carly Kahn, il ne faut pas y aller de manière agressive. Il faut surtout observer. Déjà, observons ce qui va se passer sur les résultats américains. Observons les réunions des banques centrales fin octobre, la BCE et surtout début novembre, la Réserve fédérale. Alors, si je peux, je ferai la newsletter avant la réunion de la Réserve fédérale de début novembre. On reste prudent, efficace. Voilà, ce qu'il faut faire, il faut le faire. Il ne faut pas réfléchir pendant 3 heures, il ne faut pas que l'émotion prenne le dessus. Hein? Prenez vos décisions. Restez froid face à ce marché et observateur. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Observons maintenant et restons zen. Je sais que c'est très difficile, mais c'est le savoir-être hein, pour résister et durer et être toujours là dans les mois qui suivront cette crise. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre fidélité. À chaque vidéo, il y a de nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance. J'espère que vous avez apprécié ce travail. J'ai essayé de bien résumer tout cela, de structurer tout cela et justement de vous donner la bonne information, de vous fournir la bonne information. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, partagez ce travail. Laissez un commentaire, dites ce que vous pensez de cette situation. Effectivement, c'est très intéressant, c'est complexe, c'est très intéressant. Prenez soin de vous, mes chers amis. Prenez soin de vous. Merci. À très bientôt.